files d'attente interminables. Pour franchir la frontière entre l'Espagne et Gibraltar, la patience est de mise. Face au durcissement des contrôles douaniers à l'entrée du Rocher, le Premier ministre britannique David Cameron hausse le ton et affirme réfléchir à un recours d'ordre juridique. Le ministère espagnol des Affaires étrangères ne cède pas. Il ne compte pas renoncer à ces contrôles. L'Espagne envisagerait aussi un péage de 50 € pour entrer et sortir de ce territoire. Pas de quoi rassurer les conducteurs. C'est vraiment difficile et je pense que c'est un manque de respect envers les travailleurs. Nous sommes 10 000 à franchir la frontière tous les jours pour le travail et encore 15 000 autres qui traversent la frontière pour rentrer chez eux ou juste pour aller au marché. Londres accuse l'Espagne d'avoir augmenté ses contrôles par mesure de représailles. Fin juillet, les autorités de Gibraltar ont coulé au large des côtes du Rocher des blocs de béton formant un récif artificiel supposé servir de refuge à des espèces sous-marines. Mais pour Madrid, c'est une entrave au travail des pêcheurs espagnols. La police nous dit que nous ne pouvons pas pêcher ici, que nous devons partir et que si nous pêchons, c'est sous notre responsabilité. Je ne sais pas pourquoi ils s'en prennent aux pêcheurs maintenant. Nous avons pêché ici toute notre vie. J'ai 63 ans et je le fais depuis mes 10 ans. C'est dans ce climat tendu qu'une frégate britannique doit faire escale à Gibraltar dans le cadre de manœuvres militaires en Méditerranée. Le conflit de souveraineté entre Londres et Madrid perdure depuis 300 ans. Aujourd'hui, les enjeux ne sont plus militaires mais économiques et se concentrent principalement sur la pêche et la fiscalité. L'Espagne a annoncé étudier la possibilité de porter le contentieux devant les Nations Unies ou la Cour internationale de justice de La Haye. La mémoire et ses mystères. James Bain était innocent, mais il a passé 35 ans en prison. L'enfant qu'il était accusé d'avoir violé l'avait formellement reconnu sur photo. Il y a 4 ans, c'est l'ADN qui l'a définitivement disculpé. Quels sont les mécanismes qui font que la mémoire peut se tromper, même si l'on est de bonne foi? Peut-on manipuler, même involontairement, les souvenirs? C'est ce qu'ont cherché à comprendre ces scientifiques, en menant leur expérience sur ces souris. L'une d'entre elles est placée dans une cage bleue. Les chercheurs activent la zone de cellules où se forme la mémoire. La souris va mémoriser cet environnement nouveau et sans danger. Puis elle est mise dans une autre boîte, rouge. Là, on réactive avec un faisceau lumineux les neurones liés au souvenir de la première boîte. En même temps, elle reçoit un choc électrique. Puis on la remet dans la première boîte bleue. Surprise, elle se fige, elle a peur. Elle s'attend à recevoir une décharge, alors que cette boîte n'est liée à aucun événement désagréable. Les scientifiques sont parvenus à associer artificiellement 2 événements indépendants. Ils ont créé un faux souvenir. Les moulins tournent jour et nuit depuis 1300 ans. Aujourd'hui, les villageois sont toujours fiers de leur technique de fabrication entièrement écologique. Pas besoin d'électricité ni de machines, tout le processus est réalisé à la main, tout comme il y a 1000 ans. Ici, beaucoup de villageois apprennent à fabriquer l'encens avec leur beurre et chaque famille possède sa propre recette. Kosandoji, 61 ans, a commencé ce métier à l'âge de 12 ans. J'ai appris à faire ça avec mon grand-père. Ça fait presque 50 ans. Les choses ont beaucoup changé autour de nous, mais les techniques ne changent pas. Ces encens tibétains sont fabriqués à partir de troncs de cyprès recueillis dans les montagnes dans le sud du Tibet. Ils sont moulus en bout avec les moulins à l'eau et formés en briques qui sont ensuite réduites en poudre pour mieux les conserver. On ajoute de l'eau, une vingtaine d'éléments médicinaux, de plantes et de minéraux pour obtenir la pâte. Pour réaliser les bâtons, les artisans pressent la pâte avec leur pouce dans une corne de bœuf percée d'un trou. Les bâtonnets sont ensuite séchés au soleil. Ok. Bon.
Ça a l'air facile, mais en fait, c'est vraiment difficile. C'est pas facile du tout. Ces encens d'une rare pureté sont utilisés non seulement pour prier, mais ils sont aussi connus en médecine pour leur vertu apaisante. Ces dernières années, l'encens tibétain s'est forgé une renommée avec sa classification au patrimoine immatériel. La demande pour ce produit monte en flèche. Comment augmenter la production? C'est une question qui se pose à se mettre en la matière. De nos jours, machines sont parfois utilisées, mais la famille de Dorje suit toujours la tradition, que ce soit le père Kesang ou son fils Tsering. Dans d'autres villages, il y a des gens qui utilisent des machines pour fabriquer l'encens. Mais ici, on le fait toujours avec nos mains. C'est pour ça que l'encens de Niemo est précieux. En plus, ces dernières années, on gagne beaucoup plus qu'avant. L'an dernier, on a fait 70 000 yuan, alors qu'il y a 3 ans, ce n'était que 20 000. On est content. À Tuanba, plus de 200 familles vivent de la fabrication d'encens depuis des générations, tout comme Tsering et son père. Mais pour les enfants de Tsering, l'avenir n'est pas déjà tracé. Je fais ce métier depuis 30 ans déjà. Jamais je n'avais imaginé ma vie sans l'encens tibétain, puisqu'on n'a pas de choix. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Et j'en suis content, j'adore mon métier. Mais mes enfants ont la chance d'aller à l'école. Ils vont au collège, au lycée, à l'université même. Cela leur donne le choix. J'espère bien sûr qu'ils feront quelque chose lié à l'encens. Peut-être pas la fabrication, mais dans les affaires. Peut-être les vendre à l'étranger. Je ne sais pas. Mais s'ils veulent faire autre chose, je le respecte. Les enfants de Tsering pourront peut-être compter sur l'essor du tourisme favorisé par le gouvernement local pour développer leur industrie. Un tourisme qui rapporte de l'argent, mais qui ouvre également les yeux sur le monde extérieur et les opportunités qu'il offre. Sur les terres du Cahors Malbec, Cathy et Philippe possèdent 7 hectares de vignes. Ces passionnés ne cessent d'innover. Il y a 1 an, ils ont révolutionné l'image des chais. Tu vois, c'est ces raisins qui vont, dans quelques mois, seront vinifiés dans l'œuf. Dans notre œuf. Dans notre œuf. Voilà. Du vin dans un œuf, l'image insolite se concrétise ici. Dans cette cave, les traditionnels barriques côtoient une cuve ovoïde. Une cuve en béton qui permet au vin de respirer à l'intérieur et donc d'avoir un échange, une micro-oxygénation naturelle et ensuite d'avoir un mouvement perpétuel du vin à l'intérieur. Un œuf contient 8 barriques, soit 16 hectolitres. C'est de cette parcelle de Malbec qu'est issu le vin qui sera élevé dans la cuve en œuf. Des essais en cuve en béton avaient déjà été menés en Corse en 2009. Le but, comparer les différences avec une vinification classique. Je pense que c'est important de revenir au vrai vin, le vin un petit peu naturel, sans artifice, que peut apporter le boisé. De l'œuf à l'amphore, il n'y a qu'un pas. Retour à l'Antiquité avec la famille Azémar et leurs 45 jarres. Les Romains utilisaient la terre comme moyen de stockage et de transport. Ils n'avaient pas autre chose et ils avaient tendance à pas chercher l'oxygénation des vins. En France, un seul potier à Castelnaudary fabrique ses jarres. La cuisson à 1000 degrés de la terre cuite rouge assure une parfaite étanchéité. Le tour de main fait le reste. Elles font 1 cm à 1,5 cm. Donc elles ont une forme d'ellipse. C'est pour que le vin ait des mouvements continus et que les lits restent en suspension beaucoup plus longtemps. Véronique et Stéphane sont les premiers à avoir élevé du vin en jarre en France. Dans le Lot, quelle que soit la méthode, le vin doit rester avant tout l'âme et le reflet du terroir. Voici Colin Turner de passage à Londres, un voyageur pas comme les autres. Non, j'ai pas un sou. J'ai même pas vu d'argent depuis plus de 2 semaines. Ce musicien de Dublin a décidé de faire un tour du monde, le porte-monnaie vide, un défi, une philosophie qui nécessite beaucoup de solidarité.
Ça veut dire qu'on compte sur des autres pour nous accueillir, des gens qui peuvent nous offrir un hébergement pour la nuit, nous offrir à manger, nous aider avec les transports. On fait du stop et on rencontre des gens super. Un aventurier idéaliste qui a créé un site web et compte donc sur des mains tendues. Il propose d'offrir un air de guitare ou de LED en échange d'un repas, billet de train, bateau ou avion. Moi, je veux montrer que faire le tour du monde sans argent, c'est possible. En théorie, c'est possible. Même si en pratique, je compte sur d'autres personnes pour me financer. Ce n'est pas une idée parfaite, mais ça me permet de promouvoir ma campagne de la charte pour un monde gratuit. Sa charte, son mouvement entend instaurer d'autres manières de penser et moyens de se dépenser dans un monde capitaliste où les marchés font loi. Il a pour l'heure reçu une centaine de propositions. Souhaitons-lui bon voyage. Ce soir à Puymirol, c'est marché de producteurs. Et déjà une odeur de grillade vient chatouiller les narines. Pendant que les pommes de terre rôtissent sous les derniers rayons du soleil, Véronique Carrière et ses filles enchaînent faux filets et entrecôtes. Ça nous fait une promotion et connaître vraiment le goût de la vache locale, quoi, hein, la race blonde d'Aquitaine. Parce qu'on en parle, mais tant qu'on l'a pas mangée, on ne peut pas savoir si elle est bonne ou pas bonne. Et c'est vraiment bien de manger les produits du terroir. Vous voyez, je vais ramener du foie gras en Loire-Atlantique, je vais ramener du saucisson, je vais ramener plein de choses. Et ici, tout est local. Du miel aux légumes, en passant par les fromages et les viandes, un marché de producteurs, c'est l'unique étape entre la ferme et l'assiette. Poulet fermier et des fromages du confit. Du confit, voilà. On connaît quand même les confits, on connaît tous les produits du coin, mais évidemment on les consomme ici, c'est sûrement meilleur que ce qu'on achète nous à Nantes. Regardez, après nous avons une vue extraordinaire. Encore faut-il ne pas flâner devant le paysage. La pénurie est vite arrivée. À faire de bouger la viande, il n'y a plus de viande à manger. Ouais. Donc alors monsieur, c'est quoi? Aiguillette que vous voulez manger? C'est que des producteurs en fait. Et vous voyez par exemple, on n'a plus de confit, tout ça, on ne peut pas produire plus, on peut pas vendre plus qu'on produit. Donc on a encore des magrets, donc on prend des magrets, et voilà. Il restera de toute façon ici ou là de quoi réaliser un copieux repas avant d'enchaîner avec quelques pas de danse pour digérer. Selon le site de rencontre diayuan.com, il y a aujourd'hui près de 200 millions de célibataires en Chine. C'est les 2/3 de la population des États-Unis et plus de 3 fois celle de l'Italie. Pas étonnant que des centaines de célibataires se retrouvent dans le centre de Beijing en espérant y trouver leur Valentin ou leur Valentine. La Saint-Valentin chinoise, ou Qixi, c'est l'histoire des retrouvailles d'un couple longtemps séparé. La légende veut que chaque année, ils se retrouvent grâce à un pont construit spécialement pour eux. Selon la tradition, les jeunes filles chinoises préparent des fruits, des melons et de l'encens à offrir à la tisseuse qui construit le pont. Mais ici, les célibataires cherchent ce pont eux-mêmes. Pour participer à cette soirée, les participants doivent remplir leur profil et porter un autocollant montrant leur tranche d'âge, afin de trouver plus facilement des personnes de la tranche d'âge souhaitée. L'événement s'ouvre avec un massage collectif. Certains se sentent gênés, d'autres trouvent ça tordu, mais cela a le mérite de briser la glace. L'actrice taïwanaise Aya, invitée spéciale de la soirée, confirme qu'on se sent moins seul. Quoi que vous fassiez, ne passez pas la Saint-Valentin seul, même si vous êtes avec vos amis, mais ne restez pas seul. Nous avons suivi son conseil et trouvé quelques méthodes pour s'assurer un rendez-vous pour le grand soir. Méthode numéro 1, faire de la publicité. Je suis ici pour trouver ma moitié. Méthode numéro 2, prendre les choses en main. Je suis célibataire parce que je travaillais trop. J'essaie de résoudre un problème et j'ai appelé Do Jiangyo Tiao. Je me suis dit qu'avec cette application, je pouvais aussi résoudre un problème personnel. Et la méthode numéro 3, se mettre sur ce mur de l'amour. C'est un mur de profil des centaines de célibataires qui participent à l'événement de ce soir.
Ce qui est intéressant est qu'il n'y a aucune stigmatisation des célibataires. C'est comme une recherche d'emploi. Pour les Chinois, trouver un partenaire est une considération pratique et nécessaire. Nous organisons ces événements régulièrement et ils attirent parfois des centaines de participants. C'est une manière efficace et pratique de rencontrer d'autres célibataires. Ça permet également de se voir IRL pour ceux qui discutaient déjà en ligne. Pratique et efficace, en effet. Les CV des aspirants amoureux parlent d'eux-mêmes. En plus des informations basiques comme le nom, l'âge, la taille, la profession et un paragraphe sur ce qu'ils cherchent, le CV comprend le salaire mensuel, si le célibataire a une voiture ou une maison, ou si elle ou il vit en colocation ou avec ses parents. Mais le meilleur est la définition de l'amour de chaque célibataire. L'amour, c'est la normalité et la stabilité. L'amour, c'est la famille. C'est faire passer la famille avant tout. L'amour, c'est aussi ce qu'on cherche chez son partenaire idéal. Je ne veux pas forcément qu'il soit beau. S'il est assez grand et qu'il a l'air normal, ça me va. Je ne cherche pas quelqu'un d'extraordinairement beau, juste quelqu'un de bien. Je les aime pâles et potelées, un peu rondes. C'est mignon quand elles sont potelées. Mais que vous soyez célibataire ou en couple, pour la fête Qixi, il est toujours bon de rappeler que ce jour est une fête de l'amour, qu'il soit pratique et stable ou passionné et explosif. La fête Qixi est classée patrimoine culturel immatériel et date de la dynastie Han. Cupidon a peut-être une ou deux choses à apprendre de la mythique tisseuse de ponts. La fête de Qixi est née il y a environ 3000 ans et était la seule fête destinée aux jeunes filles. Au départ, il s'agissait d'encourager ces dernières à apprendre les compétences nécessaires à l'entretien d'un foyer. Mais plus tard, au IIe siècle après Jésus-Christ, la légende de la déesse Tisserande et du jeune berger gagnant en popularité, elle s'est muée en fête de l'amour. La déesse est tombée amoureuse de ce berger lors d'une visite sur la terre. Ils se sont mariés. Mais le père de la déesse, l'empereur de Jade, s'y est opposé. Il a ordonné à la déesse de revenir aux cieux et a seulement permis que le couple se rencontre une fois l'an. Et ce jour est le 7e jour du 7e mois du calendrier lunaire, le jour de Qixi. Cette histoire romantique inspire de nombreux jeunes couples. C'est pourquoi Qixi est surnommée la Saint-Valentin chinoise. Ce n'est plus seulement l'occasion pour les jeunes filles de montrer leur savoir-faire dans les tâches domestiques, mais également une célébration de l'amour et du mariage. Ce que certains essaient de combiner. Quand je me suis mariée, on a organisé une cérémonie très traditionnelle. J'ai été portée dans une chaise à porteur jusqu'à la maison de mon mari. Mais se marier de cette manière est très rare de nos jours. J'ai fait cela pour montrer aux gens ce qu'est un mariage traditionnel. Et les hommes se mettent à leur tour à vouloir faire montre de leur talent. Jusqu'au 10 septembre, le quartier de Rongpu va offrir des cours gratuits de fabrication d'objets artisanaux. Découvrir Essaouira est avant tout une histoire d'horaire. À 10 h, quand la nonchalance s'empare du Vieux-Port, il faut se rendre de l'autre côté des remparts, au cœur de la Médina. Entre les étals opulents du souk, où tout s'achète et tout se vend, ces visiteurs venus de Poitiers en famille sont à la recherche de bonnes affaires. Tout à 10 dirhams. Moins touristique que Marrakech, Essaouira n'en reste pas moins une ville marocaine où l'art de la négociation est élevé au rang de tradition. C'est une façon de pouvoir parler, pour discuter, donc les prix sont fixes. Il y a une frontière, donc c'est une préférence de négocier un petit peu, comme ça il y a un dialogue, il y a blablabla, quoi. C'est Annick, la grand-mère, qui a choisi Essaouira pour 2 semaines. La ville fortifiée est devenue l'une des destinations favorites des Français au Maroc. Son architecture, son climat et quelques joyaux cachés comme ce minuscule atelier de tissage familial en font une cité hors du temps. Ça a gardé, je pense, un esprit très authentique. Moi, j'essaie toujours de choisir pour les vacances ou un lieu agréable, mais où il y a aussi du culturel. Au même moment, au marché aux légumes, Annick, Jean-Marie et Zara préparent le déjeuner de leur table d'hôte. Comme environ 20 000 Français, ils ont élu domicile au Maroc pour la retraite.
Atteint d'une sclérose en plaques, Jean-Marie cherchait une destination agréable, tempérée et surtout accueillante. Essaouira fut une révélation. Ça a été le coup de foudre. Le coup de foudre d'abord pour la maison d'hôte où je suis et ensuite pour les Marocains. Essaouira, c'est une ville de 90 000 habitants, mais on a l'impression d'être dans un village. Pour nous les Français, on les compte comme des Marocains. Ils vivent avec nous d'une façon qui est vraiment qu'on aime, alors ça c'est le paradis, c'est bien ça. Et le paradis de ces retraités se cache derrière cette porte, un petit riad transformé en maison d'hôte juste à côté de la ville, où règne une ambiance très familiale. Depuis l'état de santé de Jean-Marie s'est nettement amélioré, et il en est persuadé, la douceur de vivre d'Essaouira n'y est pas pour rien. One Step Beyond, certainement l'un des tubes les plus connus de Madness. Alors s'il bouge un peu moins qu'il y a 30 ans, c'est vrai, hier soir le groupe anglais était de passage chez nous et ils étaient des milliers place des Palais venus les voir danser et chanter sur les rythmes du ska britannique. Super, franchement ils mettent dans l'ambiance, ils s'éclatent, ils ont encore la pêche pour leur âge quoi. J'ai écouté ça il y a des années, voilà. C'est la joie, c'est la gaieté, c'est tout. Regardez les têtes, il y a tous les âges qui sont là, ils ont le pied. Comment est-ce qu'on explique ça? Leur succès, voilà, c'est tout. Ils sont comment? Extraordinaire. 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 We're getting a lot of young people. I don't know why they want to see Madness. I've got no idea. But of course it's great that we still have fans. It'd be very difficult if we played these concerts with no fans. Créé fin des années 70, Madness popularise le ska dans les années 80 avant de se séparer puis se recomposer et signer un retour remarqué l'année dernière lors du jubilé de la reine Elisabeth II, puis lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Après des années d'absence, ils ont fait leur retour chez nous hier soir dans un décor royal. Mon année de naissance c'est 1962 et je connais Madness depuis son naissance et c'est la 4e fois que je les vois aujourd'hui. Madness, un groupe qui a fait danser des générations, un mélange des âges, un mélange des genres, et ce n'est pas prêt de s'arrêter.